Bonsoir à tous, jeudi 26 avril, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. L'édifice date du XIIe siècle. L'église Saint-Victor de Guyancourt s'offre en ce moment une nouvelle jeunesse. D'importants travaux de restauration sont réalisés, dont les prémices remontent à il y a 20 ans. Le point sur l'avancée du chantier à suivre. La loi Asile et Immigration a été adoptée il y a quelques jours en première lecture à l'Assemblée nationale. Un texte qui a suscité beaucoup de débats et pour la première fois au sein même de la majorité de La République En Marche. Comment ont voté les députés yvelinois du parti présidentiel? Réponse en chronique. Enfin, direction le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. De petits explorateurs sont allés à la rencontre des habitants des mares. Une animation proposée par le PNR pour sensibiliser sur la faune et la flore du territoire. Nous recevons également tout à l'heure deux représentantes de l'association Diaspora. Elles racontent l'histoire de l'esclavage à tous les publics. C'est à suivre dans ce journal. Des travaux sont donc en cours à l'église Saint-Victor de Guyancourt. C'est la dernière phase de la restauration de l'édifice datant du XIIe siècle. Ces travaux ont débuté le 5 mars dernier et devraient se terminer courant mai. Reportage de Nicolas Dandry. Bientôt la fin de 20 ans de restauration, des travaux pour redonner une jeunesse à l'église Saint-Victor de Guyancourt. La dernière phase concerne la toiture du bas-côté de l'édifice datant du XIIe siècle. Une intervention menée par un cabinet d'architecture spécialisé dans le patrimoine historique. La pente étant inférieure au pourcentage de mise en œuvre de la tuile plate traditionnelle qu'on met en œuvre actuellement, on a été obligé de réaliser une sous-toiture en zinc. C'est les travaux d'étanchéité de la toiture, puisqu'il y avait des infiltrations d'eau. Et maintenant, à ce jour, on a réalisé l'ensemble de la toiture. Et ça veut dire que, sauf accident particulier, on va être tranquille pour une période de un siècle, voire un siècle et demi. L'église Saint-Victor a connu une longue cure de rajeunissement de son intérieur à l'installation du chauffage, à la toiture et au parvis devant le bâtiment. L'investissement total de la ville avoisine les 1,5 million d'euros. Il fallait le faire, de toute façon, comme c'est un monument historique, il fallait absolument que la ville s'engage à restaurer l'église. L'important, c'est de voir avant et après. Est-ce que cela attire beaucoup de personnes pour venir à cette église? C'est quand même une église qui est de Moyen-Âge, qui date quand même du XIIe siècle. Il y a pour ceux déjà qui suivent le culte, et puis il y a aussi le fait, je vous dis, c'est un bâtiment important quand même. Les bâtisses historiques, un domaine important pour la commune. Chaque année, la ville engage 600 000 € dans son budget pour l'entretien du patrimoine. 999 amendements discutés, 61 heures de débat. Le projet de loi Asile et Immigration a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. 228 députés pour, 139 contre. Le texte a fait l'objet de vives discussions au sein même de la majorité. Bonsoir Nicolas Kirillovitz. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. Parmi les votants, bien sûr, les députés yvelinois. Quel a été leur vote ? Alors, première information, déjà, il y a 12 députés dans le département des Yvelines. 3 seulement étaient absents pour ce vote. C'est plutôt un bon ratio comparé à la tendance nationale. Parmi les absents, on remarque évidemment la non-venue de Marie Lebec, députée de La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines. Michel de Vaucouleurs du Modem, qui appartient elle aussi à la majorité, et Michel Vialet. C'est un peu différent puisque c'est le seul député Les Républicains du département. Beaucoup de députés absents ont justifié leur non-venue à cause des vacances scolaires. Peut-être aussi parce que certains étaient gênés d'afficher leurs convictions, leur opposition aux réserves par rapport à ce texte. Vous en parliez Nicolas, il y a des parlementaires qui n'ont pas souhaité voter pour ce texte. C'est le cas notamment d'une députée yvelinoise. Oui, il s'agit de Florence Grandjus, députée de la 12e circonscription des Yvelines, membre de La République En Marche et qui fait donc partie des abstentionnistes sur ce texte. Ils ne sont que 14 parmi les 212 votants de la majorité. Florence Grandjus, ancienne directrice d'une agence Pôle emploi, s'est notamment opposée au placement des mineurs en centre de rétention. Elle s'est exprimée d'ailleurs sur le sujet samedi à l'Assemblée, on l'écoute. La France fait partie des 3 pays européens qui ont placé le plus grand nombre de mineurs en rétention administrative, alors même que de nombreuses solutions alternatives à l'enfermement existent. Il n'est pas possible de construire un seul être, un seul pays et une Europe forte avec, pour exemple, dans les yeux d'enfants qui seront aussi les femmes et les hommes du monde de demain, des barrières appréhendées dès le plus jeune âge.
3 députés yvelinois absents, Florence Grandjus qui s'abstient. Qu'en est-il des autres parlementaires, Nicolas ? Vous allez le voir sur l'écran, l'ensemble des autres députés ont voté pour ce texte en première lecture, que ce soit les élus de La République En Marche ou du Modem. Ils sont 8 au total. À noter pour l'anecdote qu'Aurore Berger et Didier Béchère n'ont pas été enregistrés officiellement parmi les pour à cause d'un problème technique à l'Assemblée au moment du vote, mais ils ont soutenu largement ce texte, un texte équilibré selon Jean-Noël Barrot, élu Modem de la 2e circonscription des Yvelines. Il en veut pour preuve l'assouplissement du délit de solidarité. On l'écoute. Je crois qu'un certain nombre d'ajustements très intéressants et très importants ont été apportés à cette loi par l'Assemblée. Je pense notamment à la fin du délit de solidarité. Désormais, lorsque des personnes escortent dans leur véhicule des personnes en détresse vers un hôpital, par exemple, elles ne pourront plus être inquiétées. Alors il y a une question qui demeure tout de même, Nicolas, à propos d'un éventuel début de fracture au sein de la majorité. Est-ce le retour des frondeurs, version En Marche ? En effet, c'est la première fois qu'un texte est autant débattu au sein de la majorité, qu'autant de craintes et réticences sont exprimées par les députés depuis un an. Rien d'affolant cependant pour Nadia Hay, députée de la 11e circonscription des Yvelines. Pour elle, c'est normal finalement qu'il y ait des divergences sur un tel sujet. Effectivement, il y avait un vrai débat, parfois des discussions un peu musclées au sein de la majorité, parce que nous avons des personnes de conviction, parce que nous avons des personnes qui sont engagées depuis des années sur ces sujets-là, et évidemment, ils expriment leur point de vue qui forcément ne va pas avec le point de vue d'autres députés au sein de la majorité. On ne peut donc pas parler pour le moment de fronde comme au temps de François Hollande, mais des avis qui s'expriment simplement dans un débat démocratique. On verra malgré tout si ce sera toujours le cas après le vote du Sénat en juin. Le texte sera sûrement amendé par la droite et les discussions devraient alors reprendre ardemment au sein de la majorité de La République En Marche. Merci Nicolas pour ces précisions. À la fin de notre dossier à présent, dossier de la semaine sur les 50 ans de mai 68 pour ce dernier opus, regard croisé entre un représentant d'un syndicat étudiant et un universitaire, et notamment sur le lien de mai 68 avec les mobilisations actuelles de la SNCF et des étudiants. Un entretien préparé par Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. Pour l'université, ça a permis une période de libéralisation. On a décidé de changer un peu des méthodes archaïques qui étaient en cours à l'université. Sur la question des libérations des mœurs aussi, ça a permis d'enclencher ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Aussi sur la question sociale, mai 68, c'est des acquis sociaux, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail. Donc même si ça reste lointain, mai 68, c'est quand même pas mal d'acquis qui nous touchent encore aujourd'hui. En fait, je pense qu'il faut prendre en compte une séquence plus longue qu'on appelle désormais les années 68, qui prennent racine dans les années 60 et qui s'étendent jusque dans les années 70. Et là, c'est vraiment un moment charnière dans l'histoire française, avec d'intenses transformations politiques, sociales et culturelles. Je pense que c'est un peu des deux. On romance beaucoup mai 68, c'est extrêmement romancé. Il y a un peu un mythe révolutionnaire autour. Régulièrement, on dit voilà, refaire mai 68, c'est pas mal ce qui est en cours actuellement. Donc il y a beaucoup du mythe, c'est sûr, on romance beaucoup, mais c'est aussi une réalité. Ça a été un fort mouvement et si on en parle comme un mythe, c'est parce qu'il a marqué des générations et des générations et que l'on tente, même si le contexte est différent, de recréer un mouvement d'ampleur équivalent. Alors c'est vrai que mai 68, avec une majuscule dans lequel on oublie le mois de juin et puis cette séquence plus lente de contestation est devenue un mythe au fil des années, des contestations, des discours un peu stéréotypés sur cette époque. Néanmoins, on a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire dans l'histoire, ne serait-ce que par l'ampleur de la contestation dans évidemment les universités, mais aussi dans le monde du travail.
L'idée, c'est pas de refaire un mai 68, puisque l'idée, c'est pas refaire les mêmes choses par le passé. Par contre, oui, clairement, aujourd'hui, comme en mai 68, on se rend compte que étudiants, salariés, on soit un stand d'attaque. Nous, c'est la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université, c'est la fin de nos droits comme le rattrapage et la compensation. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire converger les luttes, qu'il y ait le plus de mobilisation possible et qu'on arrive à faire plier ce gouvernement. Alors évidemment, il y a des effets de résonance parce que Parcoursup, c'est une mobilisation qui conteste la sélection à l'université et que c'était déjà à l'ordre du jour de la réforme de l'université en 68 et c'était déjà contesté à ce moment-là. Donc effectivement, il y a des effets de résonance, mais aussi ce qu'on retrouve comme élément de comparaison, c'est qu'on a des mobilisations qui se font dans différents milieux sociaux. La journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions a lieu tous les ans le 10 mai. Plusieurs associations du territoire parlent du sujet, comme à Bois d'Arcy, où la diaspora raconte l'histoire de l'esclavage à tous les publics. Avec moi pour en parler, deux invités sur ce plateau. Eliane Félicité, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la diaspora et vous êtes venue avec Mélanie Lebris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en BTS économie sociale et familiale. Alors dans le cadre de vos études, vous avez rejoint l'association La Diaspora. Vous allez nous dire pourquoi voilà, vous êtes intéressé par cette thématique, ça sera dans un instant. Déjà peut-être un mot sur l'histoire de la diaspora. Eliane Félicité, elle raconte donc l'histoire de l'esclavage aux 7-77 ans. Pourquoi créer cette association? Alors l'association a été créée parce que elle va amener les Caraïbéens essentiellement à retrouver leur identité perdue. Donc, et de plus, je souhaite, avec les difficultés climatiques qui existent, plutôt que de faire des associations ponctuelles, faire une association durable et efficace pour aider la population à se construire, en fait. Vous parlez d'identité perdue, il y a un vrai problème des Caribéens à connaître leur histoire, connaître leurs racines? Oui, alors l'identité, c'est-à-dire pour se positionner notamment dans la société, dans cette société, puisque nous sommes des départements d'outre-mer, donc se positionner par rapport à la métropole pour pouvoir exprimer notamment ce que l'on peut apporter dans tous les domaines, tourisme, social, économique, etc. Donc, retrouver son identité pour se reconstruire. On le disait tout à l'heure, elle raconte l'histoire de l'esclavage, cette association, et c'est à tous les publics, ça s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux personnes plus âgées. Voilà, tout à fait, de 7 à 77 ans, mais aussi aux Européens, aux métropolitains, donc les Rayonnais, enfin tout le monde est amené, s'y est intéressé à s'introduire dans cette association pour vivre ensemble. Voilà. Alors Mélanie, vous collaborez avec cette association dans le cadre de vos études, mais pas que, parce que cette thématique, elle vous tient à cœur. Tout à fait. Alors dans le cadre de mes études, évidemment, parce que je suis dans le social maintenant depuis 3 ans, j'ai fait un bac SPVL, ensuite la continuité de mes études en BTS ESF. C'est vrai que s'impliquer dans une association, que ce soit pour tous les âges, mais d'autant plus quand on est jeune, je trouve ça important parce que ça montre d'autant plus les 7 à 77 ans, comme disait Madame Félicité. Et vraiment, je trouve ça important de s'impliquer dans notre vie au quotidien et le vivre ensemble, tout à fait. S'impliquer sur quel projet, par exemple, vous avez pu travailler depuis que vous avez rejoint l'association? Alors, j'ai rejoint l'association très récemment. Donc, on a fait avec Madame Félicité les portes ouvertes le 15 dernier. Et c'est vrai que c'était assez sympathique. C'est une association très familiale et du coup on se sent tout de suite très intégré et c'était vraiment sympathique. Alors il y a des actions qui sont mises en place par l'association, notamment des ateliers, Eliane. Oui, alors les ateliers, je peux les citer, notamment la couture. Alors la pédagogie est de confectionner une tenue traditionnelle et raconter l'histoire du tissu. C'est-à-dire comment les colons, les esclaves ont utilisé le commerce, d'où vient ce tissu, etc. Et quand on a confectionné une tenue, on a une histoire. Voilà, avec les coiffes, les différents codes vestimentaires, les différents codes de coiffe. Et à partir de là, on recherche son origine et on connaît son histoire. Il y a un atelier généalogie aussi qui avait Voilà, un atelier généalogie, tout à fait. Je suis en partenariat avec les films graphiques. Donc, c'est une association qui
qui récupère différents documents et qui peut aller sur 5 générations. Donc c'est important pour raconter aussi son histoire. Et vous proposez aussi des rencontres et débats, ça va être proposé Oui, alors je fais appel, je profite d'être là, voilà, pour faire appel à Monsieur Thuram et Madame Taubira pour intervenir dans les différents débats que nous allons organiser, mais pas que, il y a aussi des personnes moins connues, Monsieur Ramona, généticien à l'hôpital Necker, et puis Monsieur Abdoulaye qui peut raconter son histoire de Sénégal. Je précise que vous pouvez joindre l'association aux coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Un dernier mot, il reste moins d'1 minute. Les ambitions pour la diaspora, quelles sont-elles? Alors, les ambitions, c'est surtout social, économique et culturel. C'est-à-dire social pour recréer des liens, parce qu'il y a beaucoup de difficultés familiales, beaucoup de familles monoparentales. Donc, recréer le dialogue, réinstaller le dialogue à travers les différents ateliers que nous proposons, mais aussi économique. Je souhaite créer des emplois, notamment puisque les ateliers se terminent par des voyages à la base en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes. Et puis culturel, donc pour découvrir les différents ateliers que nous proposons, notamment botaniques, pour apprendre la culture, du travail manuel, pas seulement intellectuel, mais aussi du travail manuel, pour sensibiliser les jeunes au travail manuel. Eh bien, merci à vous deux, Eliane Félicité, présidente, et Mélanie Lebris, collaboratrice de l'association La Diaspora. Merci d'avoir été avec nous. J'en profite pour préciser qu'une semaine de la mémoire de l'esclavage se tient à partir du 4 mai à Saint-Quentin en Yvelines. Nous recevrons en plateau d'ailleurs un lundi les organisateurs de ce rendez-vous. Depuis lundi, 62 élèves des conservatoires de Versailles-Grand Parc répètent. Ils participent à la 5e édition de l'Orchestre Symphonique. C'est un concert qui est consacré cette année à la musique de scène. Pour ces musiciens en herbe, des grands compositeurs, Mélanie Poquier et Marion Ptac ont rencontré le chef d'orchestre invité de cette année. Il s'agit de Constantin Rouilly de l'Opéra de Massy. Constantin Ruitz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef invité pour cet orchestre symphonique de Versailles-Grand Parc. Pourquoi déjà avoir accepté cette invitation? Alors, j'ai accepté cette invitation parce que je trouve que c'est formidable de réunir des jeunes comme ça autour d'un stage. Parce que tous ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont dans des conservatoires, qui ont des enseignements avec des professeurs de grand talent, de grande qualité. Mais c'est des moments un petit peu particuliers pour ces jeunes de se retrouver pendant les vacances, dans des plannings qui sont assez serrés, c'est-à-dire qu'ils sont pendant toute la semaine les uns sur les autres, et c'est des moments pédagogiques et artistiques qui sont toujours assez sympathiques. Et vous dirigez 70 élèves, alors il y a des adultes amateurs, la plupart ce sont des jeunes de second cycle. Alors absolument, c'est des jeunes qui sont de second cycle, avec quelques adultes, puisque vous savez que dans les conservatoires, il y a aussi des adultes qui suivent des cursus d'amateurs et qui vivent aussi leur passion en tant qu'adultes. Et c'est vrai qu'on a regroupé donc, tous ces élèves de second cycle, donc, qui sont d'un niveau à peu près équivalent les uns des autres, pour pouvoir monter vraiment des programmes qui leur correspondent au maximum. Et c'est un concert qui va conclure une semaine de stage, 6 heures par jour. C'est conséquent? Alors, c'est conséquent, et c'est vrai que on les met beaucoup à contribution, on les met à l'épreuve dans cette affaire. Et donc aujourd'hui, c'est notre première journée de répétition. On a répété pendant 6 heures, donc lundi, mardi, jusqu'à vendredi, le concert. Donc une semaine intense où ils auront à la fois du travail avec moi en grand orchestre, comme on a fait cet après-midi, et puis du travail aussi par plus petits groupes, avec des jeunes futurs professionnels qui vont venir les encadrer pendant des petites séances pour pouvoir les faire du travail un petit peu plus de détails. Et dès le premier jour de stage, vous attaquez dans un écrin, le théâtre Montancier, 240 ans d'histoire. Pas sûr que sur scène, les âges confondus arrivent à cette date-là. C'est aussi un bel environnement qui peut donner motiver aussi. C'est une double chance pour nous, parce que c'est effectivement une chance d'être dans ce théâtre absolument splendide qui est une histoire, qui est vraiment un des bijoux de nos théâtres français, dans lequel on fait peut-être plus de théâtre habituellement que de concerts, donc on est ravis d'habiter ce lieu aussi par la musique. Et c'est aussi une chance que nous puissions bénéficier de cet endroit toute la semaine, puisque pour des musiciens et pour un orchestre, c'est toujours difficile de faire des répétitions dans un lieu et de faire des concerts dans un autre lieu, ce qui est assez souvent le cas finalement. Donc là, on a cette chance d'avoir ce théâtre à notre disposition toute la semaine. C'est vraiment un grand bonheur et un bonheur pour les yeux aussi. Vous disiez, il reçoit plutôt du théâtre, alors une acoustique, ça oblige les élèves à écouter différemment peut-être? Pas vraiment, puisque l'acoustique fonctionne très bien pour l'orchestre. Hein. On s'entend très bien, malgré le nombre important d'élèves, enfin le nombre important de musiciens, on s'entend très bien. C'est une acoustique absolument formidable et très agréable aussi pour l'orchestre.
Et vous mettez en hommage le lieu aussi, parce que l'un des morceaux qui sera joué avait été commandé par Marguerite Brunet, dit La Montancier. Pourquoi ce choix? C'est peut-être un morceau qui est peu connu. Alors, c'était un choix vraiment artistique pour faire aussi un clin d'œil à ce lieu. J'ai cherché pendant très longtemps une pièce qui aurait pu être créée dans ce théâtre et qui pouvait aussi être jouée par nos élèves, parce qu'il faut aussi que ça puisse être joué aussi en termes de difficulté. Et je vous avoue que je n'ai pas trouvé de pièce qui a été créée ici. Donc ça a été un petit peu le petit clin d'œil d'avoir cette pièce qui avait été commandée par la Montancier et de la faire vivre ici. Et c'est effectivement une pièce qui s'appelle Les Abancérages, qui n'est pas du tout connue, qui est très peu jouée, et de Cherubini, qui était un grand compositeur français du début du 19e, enfin fin 18e, début du 19e. Et voilà, c'est important de faire vivre cette musique aussi, qui est de la musique française, malgré le nom de Luigi Cherubini, qui est de la musique française, et de la faire vivre dans ce magnifique théâtre. Et d'autres grands compositeurs des 18e et 19e, Bizet, Tchaïkovski, Beethoven, ce sont des œuvres exigeantes ou pour les seconds cycles, vous avez dû adapter? Alors, je n'ai absolument rien adapté, puisque ça a été ma volonté pour ce stage-là, et de manière générale avec les orchestres de ce niveau-là, c'est de pouvoir aborder du vrai répertoire. C'est-à-dire pas quelque chose qui soit arrangé, pas qui soit adapté pour les enfants. Ils ont la capacité, ils ont le niveau de pouvoir s'attaquer à des répertoires qui sont comme ça. Alors vraiment bien choisis, parce qu'il y a plein de choses qu'ils auraient des difficultés à jouer, mais voilà, ça me paraît important de les confronter vraiment, surtout sur une semaine de travail intense comme celle-ci, de les confronter à du répertoire, à des grands compositeurs, à des grandes œuvres, puisque c'est de la musique qui a porté des musiciens pendant des générations et des générations, donc c'est de la musique qui va les porter eux aussi. Et leur montrer qu'ils peuvent tout jouer. Il y a du théâtre, Bizet, de la danse, la valse des fleurs de Tchaïkovski, on l'a tous entendu un jour. Alors, c'était un petit peu l'articulation de ce programme, c'est de travailler autour des musiques de scène. Alors, la musique de scène, on a pris ça d'une manière extrêmement large. La musique de scène, c'est la musique qui accompagne le théâtre. Donc, on a la musique de l'Arlésienne de Bizet qui accompagne le théâtre. La musique de scène, c'est aussi la danse, évidemment, avec le Tchaïkovski et la valse des fleurs. La musique de scène, c'est aussi le cinéma, aujourd'hui. Voilà, donc on a un petit clin d'œil à John Williams avec une musique d'un des derniers Star Wars. Star Wars 7. Et puis voilà, et puis aussi un petit peu de Beethoven. Et voilà, on a tout un programme autour de ces musiques de scène. Et ce sera le fil conducteur de notre soirée. Et justement, on va terminer sur Star Wars. John Williams, sans doute l'un des plus grands compositeurs de musique de film actuels, dans un lieu qui a 240 ans d'histoire. C'est aussi faire le lien avec les jeunes sur scène. Oui, absolument. Après, moi, personnellement, je n'ai jamais à faire ce lien, parce que pour moi, ce lien est naturel et on n'est pas un anachronisme près quand on joue du Beethoven à la Philharmonie ou quand on joue du John Williams à Montancier. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Toutes les musiques sont bonnes à prendre, on est dans des contextes différents, on est là pour le mélange, et ces répertoires-là doivent vivre vraiment. On n'a pas de... Il n'y a pas de code à casser, en fait. Toutes ces musiques-là doivent vivre et rentrent dans le répertoire. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important, que ces musiques de films, John Williams et d'autres, des Ennio Morricone, des gens qui sont très connus et qui ont écrit de la musique formidable, vont aussi rentrer dans le répertoire des orchestres, et sont déjà d'ailleurs rentrés dans le répertoire des orchestres symphoniques. C'était le cas, je prends toujours cet exemple, des musiques de scène, qui sont des musiques pour accompagner le théâtre, comme l'Arlésienne, et qui sont maintenant rentrées dans le répertoire des orchestres, même complètement indépendamment des pièces auxquelles elles étaient rattachées. Donc voilà, la musique de film, pour moi, a aussi cette vocation dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Constantin Ruitz. Alors, le concert est à voir au Théâtre Montancier, vendredi 27 avril à 19h. Avant de se quitter, reconnecter les Yvelinois avec la nature qui les entoure. C'est l'objectif du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Le PNR propose des animations pour découvrir la faune et la flore environnante. Mardi dernier, une équipe de petits explorateurs dans laquelle s'est glissé Camille Lambert est allée rencontrer les habitants de la mare. Donc les petites bêtes, elles sont arrivées. Quand vous avez vu, vous reculez un petit peu pour les autres. Ce sont les stars du jour, les tritons. Ce petit amphibien de la famille des salamandres se trouve dans les mares. Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse propose aux enfants d'aller à la découverte de cet environnement et de leurs habitants. Ça serait une libellule. D'après l'identité. Attention, il y a en dessous, il y a quelque chose. Non, c'est le petit verre qui est là. Un milieu qui est tout proche de chez eux et que bien souvent ils ne connaissent pas du tout.
Et ce qu'on aimerait bien conclure à la fin de cette animation, c'est qu'ils se rendent compte du foisonnement de vie qui peut exister dans une petite surface d'eau comme celle-ci. La diversité des espèces, des déplacements, de la manière de se nourrir, de la manière de chasser, de la manière de respirer. Têtards, larves de salamandres, de libellules ou de caloptérix, des animaux plus ou moins connus qui ont fait sensation auprès des plus jeunes. Autre vedette de la journée, la larve de dithyque qui ressemble à une sorte de crevette. À la queue qui est déjà en l'air, la queue fourchue, et elle a des petits crochets devant. Je me suis aidée de ma feuille parce que je connaissais pas son nom. Mais sinon, ça ressemblait un peu à un scorpion. Je trouve un petit scorpion. C'est un peu la même forme. Des mandibules. Et du coup, on a rempli les renseignements. J'aimais qu'on fasse l'atelier et qu'on apprenne des choses. Enfin, j'ai un peu tout aimé. Un moment de sensibilisation à la protection de la faune et de la flore. L'animation se termine par la remise en liberté des petites bêtes. D'autres visites en mai et en juin sont prévues pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre ce soir sur TV78, un nouveau numéro du 7-8 débat. Et cette édition, elle est à consulter à nouveau sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.